En 1979, le monde est frappé par un deuxième choc pétrolier. De nombreux pays voient leur taux de chômage augmenter et une récession mondiale s'installe. Dans ce contexte économique morose et incertain, les ventes de disques sont en nette baisse et le secteur voit ses bénéfices chuter dangereusement. Les grands labels sont alors contraints de licencier à tour de bras et le secteur s'enfonce chaque jour un peu plus dans une crise sans précédent. Accusant l'industrie du jeu vidéo de détourner l'intérêt des jeunes des disquaires, les responsables du secteur musical n'arrivent pourtant pas à se relever de la sortie du mouvement disco qui a porté les ventes pendant plusieurs années. Tout le secteur peine alors à trouver un second souffle musical. Une crise qui durera plus de 3 ans, pendant lesquels beaucoup de labels devront se serrer la ceinture. C'est dans ce contexte très difficile que Quincy Jones déclara un jour d'avril 1982, alors que les premières sessions d'enregistrement du nouvel album de Michael Jackson avaient débuté, « Nous allons sauver l'industrie du disque ». Mais au-delà de vouloir sauver l'industrie du disque, ce nouvel album était surtout pour Michael Jackson sa chance de pouvoir laver l'affront des Grammy Awards de 1980, durant lesquels son album Off the Wall n'avait remporté qu'une seule récompense. En ne remportant qu'un seul Grammy, celui de la meilleure performance vocale R&B masculine pour la chanson Don't Stop Till You Get Enough, il voyait son album Off the Wall, pourtant salué par la critique et rencontrant un vif succès mondial, ignoré par ses pairs. Ce soir-là, il se jura que son prochain album allait être encore plus grand et qu'il allait marquer au point que plus personne ne pourrait l'ignorer. Ce soir-là, l'album Thriller naissait dans l'esprit de Michael Jackson. Salut les fans, aujourd'hui nous allons parler du plus grand album de tous les temps. L'album le plus vendu au monde depuis presque 40 ans, l'album de tous les records, l'album qui a révolutionné le vidéoclip, bref, le plus grand album de l'histoire de la musique. Car quand on pense à Thriller, on pense bien évidemment à Beat It, à Billie Jean, mais aussi au titre éponyme et son vidéoclip légendaire qui a propulsé Michael Jackson au rang de superstar mondial. Mais vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se cache derrière le rideau et de comprendre comment cet album est né dans l'esprit de Michael Jackson et de ses collaborateurs. Mais revenons un instant avant l'enregistrement de l'album pour comprendre où en est Michael Jackson à cette époque. En 1977, alors qu'il est sur le tournage du film The Wiz, un remake de la comédie musicale de 1975, elle-même basée sur le livre de Lyman Frank Baum intitulé Le Magicien d'Oz, Michael Jackson croise la route d'un certain Quincy Jones, musicien, compositeur, arrangeur et producteur, qui a tout d'abord fait ses armes dans le jazz et les bandes originales de films, mais qui a aussi sorti des projets R&B et funk, aux côtés d'artistes prestigieux. Bien que Jones connaissait déjà Michael pour l'avoir croisé un après-midi de 1972 lors d'une réception chez Sammy Davis Jr., il n'avait toutefois pas gardé de contact professionnel, d'autant plus que Michael Jackson était à cette époque solidement ancré dans l'écurie Motown, loin, bien loin de l'univers musical de Quincy Jones. Quincy avait accepté de travailler comme superviseur musical sur la bande originale de The Wiz, à la demande de son ami et réalisateur Sidney Lumet, qui était le premier à lui avoir fait confiance pour réaliser une bande originale de film aux États-Unis. C'était pour le film Prêteur sur gage. Bien qu'il ait accepté à contre-cœur et sans aucun enthousiasme pour le projet, sa rencontre avec Michael Jackson fera des étincelles, séduit par le profil de ce jeune artiste plein d'énergie et de talent. Michael a été la meilleure chose qui me soit arrivée sur The Wiz. À 19 ans, il avait la sagesse d'un vieillard et l'enthousiasme d'un enfant. C'était un beau jeune homme très timide qui cachait une intelligence remarquable derrière ses petits gloussements et sourires. Mais sous cette façade, ne vous y trompez pas, il y avait un artiste ultra perfectionniste qui était dévoré par l'ambition de devenir le plus grand homme de spectacle au monde. Au terme du tournage, alors que Michael était ouvertement à la recherche d'un producteur pour son premier véritable album solo, Quincy sauta sur l'occasion de prolonger leur collaboration et lui proposa de produire son disque. Un choix que CBS avait d'abord refusé, il jugeait Jones beaucoup trop jazz, bien qu'il avait déjà commencé à prendre un virage plus R&B et funk dès le milieu des années 70, avec les albums Body Hit, Mellow Madness ou encore
Sounds and Stuff Like That. Michael insista pour imposer son choix, et l'avenir lui donnera raison puisqu'un an plus tard sortait l'album Off the Wall, qui marquera son grand lancement en solo, appuyé par une production efficace et des compositions de choix. Grâce à cet album et à sa collaboration avec Quincy Jones, qui avait un large panel de musiciens et compositeurs dans son carnet d'adresses, Michael fera la rencontre de plusieurs collaborateurs devenus emblématiques comme Greg Phillinganes, Rod Temperton, Louis Johnson et bien sûr Bruce Swedin, qui deviendra dès Off the Wall son ingénieur du son attitré. Mais si Off the Wall connut un grand succès et qu'il remporta un total de 5 American Music Awards, 3 en 1980 et 2 en 1981, Michael Jackson fut tout de même très frustré d'être ignoré dans les catégories prestigieuses et surtout aux Grammy Awards où sa seule récompense fut vécue comme un échec et une humiliation. Lui qui voulait devenir l'artiste numéro 1, lui qui voulait être reconnu comme un grand parmi les grands, ce premier album n'avait pas rassasié son appétit. Bien au contraire, il l'avait démultiplié. Comprendre la genèse de Thriller, c'est donc comprendre que pour Michael Jackson, son rêve de devenir le meilleur était solidement ancré en lui, au point de devenir une véritable obsession. Après Off the Wall, il avait compris que pour atteindre son objectif, il devait élargir son univers musical et s'adresser à toutes les franges de la population. Off the Wall avait très bien fonctionné et s'était notamment très bien vendu aux États-Unis. Mais avec ce nouvel album, Michael Jackson était conscient qu'il devait aller encore plus loin dans son ouverture musicale. N'oublions pas qu'il venait de l'écurie Motown, une des rares maisons de disques qui arrivait à toucher un public plus large que la communauté noire. Influencé par son expérience au sein du label de Berry Gordy, très grand fan du groupe Sly and the Family Stone, un des rares groupes mélangeant des musiciens blancs et des musiciens noirs, Michael Jackson avait saisi que pour produire l'album le plus vendu de tous les temps, il devait absolument briser les barrières imposées par la société et par le racisme encore très institutionnalisé aux États-Unis. Sa musique ne devait pas avoir de couleur, ne devait pas se ranger dans une case, et devait s'adresser à tout le monde. Un constat et une volonté qu'il gardera d'ailleurs tout au long de sa carrière. Depuis son arrivée chez CBS en 1976, son nouveau contrat l'autorisait à sortir des albums solo, et Michael se sentait de plus en plus désireux de faire ses preuves en dehors du carcan familial, et notamment de son père Joseph, qui était alors encore le manager du groupe, et dont il avait envie de s'éloigner de plus en plus. Il était conscient que pour atteindre son but, il ne pourrait pas le faire au sein du groupe, tant la différence de niveau était flagrante et évidente. Après le succès d'Off the Wall, il avait en plus acquis plus d'assurance sur ses capacités à composer et à produire des chansons. Ses premiers essais au sein des Jacksons, mais aussi sur Off the Wall, se confirmeront l'année suivante avec la sortie de l'album Triumph, le chef-d'œuvre du groupe, et dans lequel Michael participe à 6 des 9 titres, dont le fameux Can You Feel It. C'est donc un Michael Jackson plus mûr et plus sûr de lui musicalement qui abordera l'enregistrement de l'album Thriller. Avec un budget confortable de 750 000 $, la production de l'album n'allait pourtant pas durer très longtemps au cours de l'année 1982. Si on accepte les premières sessions entamées au studio Westlake le 14 avril 1982 avec l'enregistrement de The Girl Is Mine, aux côtés de l'ex-Beatles Paul McCartney, qui fut donc la première chanson enregistrée pour le nouvel album, le plus gros des enregistrements se fera surtout au cours des mois de septembre et octobre, ce qui ne laissait pas assez de temps pour enregistrer beaucoup de morceaux. Si bien que Quincy Jones dut faire un gros travail en amont pour trier les chansons qui pourraient potentiellement plaire à Michael. Sur presque 600 chansons écoutées, il n'en sélectionna qu'une douzaine, et retiendra aussi une trentaine de démos proposées par Rod Temperton, ce qui laissait finalement un choix d'environ 45 titres à proposer à Michael, qui de son côté comptait bien lui aussi imposer ses propres compositions, avec en tête de liste la chanson Billie Jean, une des rares compositions dont il était sûr de son potentiel et qu'il peaufinait depuis plusieurs mois. Car pour lui, chaque chanson devait être un hit, et ce futur album ne devait compter aucun titre faible ou moyen. Plusieurs démos seront ainsi écartées au fur et à mesure des sessions, comme par exemple Carousel, Hot Street ou encore Got the Hots, soit parce qu'elles n'étaient pas assez percutantes, soit parce qu'elles manquaient du petit plus qui font qu'une bonne chanson devient un hit.
Mais alors que les sessions d'enregistrement commençaient à produire les premières chansons du futur album, un grain de sable venu de l'espace causera de très gros problèmes à la production de Thriller, au point même de mettre en danger tout l'album. Un grain de sable nommé E.T. l'extraterrestre. En juin 1982, alors que les premières sessions d'enregistrement de Thriller avaient commencé, le film E.T. sortait dans les salles et devint très vite un phénomène planétaire. Porté par un nombre d'entrées record et devenant à l'époque le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, l'image d'E.T. se déclinait désormais en tout un tas de produits dérivés. C'est ainsi que pour anticiper les fêtes de Noël qui allaient arriver et durant lequel les cadeaux à l'effigie d'E.T. allaient être les produits phares sous le sapin, Steven Spielberg demanda à Quincy Jones, qu'il avait rencontré sur le tournage du film quelques mois plus tôt, s'il accepterait de produire une chanson destinée à un futur livre audio pour enfants. Au départ, il ne s'agissait que d'une chanson, et bien que le planning était très serré, Quincy accepta la proposition et en toucha un mot à Michael qui fut enchanté par l'idée. Il avait littéralement adoré E.T. au point de s'identifier à lui, et donc il n'hésita pas une seule seconde à l'occasion d'être associé à la promotion du film. Une première chanson baptisée Earthlight, composée par Neil Diamond, Carol Bayer-Sager et Burt Bacharach, fut un temps envisagée, mais assez vite écartée du projet. Néanmoins, Neil Diamond l'enregistrera quelques semaines plus tard et l'utilisera comme titre de son 15e album paru en septembre 1982. Earthlight fut donc écarté au profit d'une ballade composée par Rod Temperton, toujours lui, avec l'aide de Marilyn et Alan Bergman pour les paroles et intitulée Someone in the Dark. Une magnifique ballade interprétée avec beaucoup d'émotion par Michael Jackson. À l'écoute de la chanson, Steven Spielberg fut conquis et demanda à Quincy Jones et Michael Jackson s'ils ne voulaient finalement pas s'occuper de tout l'album. Le projet étant de réduire les 2 heures du film à un livre audio pour enfants de 40 minutes. Steven n'avait aucune idée du temps requis pour produire un tel disque. Et là débarque façon sitcom Kathy Kennedy, la productrice de Steven, et Bruce Cannon avec un énorme carton rempli des effets sonores, des bruits, des pas de E.T., de la musique de John Williams et des dialogues du film. Je m'y suis aussitôt attaqué, laissant aux avocats d'Universal le soin de régler les détails contractuels. Car l'album Thriller devait sortir durant les fêtes de fin d'année 1982, et Epic CBS, la maison de disques de Michael Jackson, fut catégorique avec MCA Records qui produisait le disque E.T. Pas de sortie avant Thriller et interdiction de sortir Someone in the Dark en single. C'est à ces 2 seules conditions que Walter Yetnikoff accepta que Michael enregistre ce disque en même temps que Thriller. Mais cette masse de travail supplémentaire fragilisa très vite l'avancement de l'album, et bientôt les journées devenaient trop courtes pour respecter un rythme de travail suffisant. Cependant, tout le monde mettait les bouchées doubles, et même si le retard semblait difficile à rattraper, et que Michael perdait un temps précieux pour le projet E.T., l'album Thriller commençait doucement à prendre forme. Grâce à l'apport des musiciens du groupe Toto, David Paich, Steve Lukather, les frères Steve et Jeff Porcaro, appuyé par l'équipe de musiciens de grands talents déjà présents sur Off the Wall, la direction de Thriller prenait petit à petit un côté plus mainstream qui manquait sans doute à Off the Wall pour toucher un large public. Ainsi, des morceaux comme Wanna Be Starting Something ou encore PYT, qui fut d'ailleurs profondément remanié entre la version démo et la version finale, permettaient au nouvel album de garder l'esprit Off the Wall avec cependant un côté plus funky, mais tout en proposant de nouveaux horizons musicaux pour Michael, avec par exemple Human Nature, une ballade à mi-chemin entre le soft rock et le quiet storm, un style complètement inédit pour Michael Jackson, mais qui participa grandement à l'ouverture musicale de Thriller. Composé par Steve Porcaro, ce dernier inséra discrètement sa maquette en face B d'une cassette audio de démo composée par David Paich et envoyée à Quincy Jones. Quincy écouta la cassette et laissa la face A se terminer. Mais grâce à la fonction auto-reverse de la platine, la face B se mit en marche automatiquement et Quincy put entendre la démo de Steve Porcaro qui lui plut immédiatement. Ce coup de poker de Porcaro fut payant puisque la chanson fut incluse dans la tracklist finale. Mais la grande révolution musicale viendra surtout de 3 compositions majeures de l'album,
un trio légendaire composé de Beat It, Billie Jean et Thriller. Beat It, une chanson que Michael composa après avoir été incité par Quincy de faire sa version de My Sharona du groupe The Knack. Après quelques mois, il proposa une démo qu'il avait composée entièrement avec sa voix et qu'il avait baptisée Beat It. Un morceau à très fort potentiel que Michael et Quincy développèrent conjointement avec l'aide de Steve Lukather, Greg Phillinganes et Steve Porcaro. Mais le morceau entrera dans la légende grâce au solo enregistré par Eddie Van Halen, qui enregistra son solo en quelques prises et en prenant en plus des libertés sur les consignes qu'on lui avait données au sujet des accords. Mais le plus fou, c'est qu'il n'a jamais été payé pour ça, et qu'en plus, au départ, il ne souhaitait pas être crédité parce qu'il ne voulait pas que les autres membres de son groupe sachent qu'il avait enregistré quelque chose de son côté sans les avertir. La légende dit d'ailleurs que pendant l'enregistrement de son solo, une des enceintes de la régie a pris feu, ce qui fit dire à Michael Jackson que cette chanson était explosive. Thriller, quant à elle, fut sauvée grâce aux profondes modifications apportées par Rod Temperton. Car Michael n'aimait pas la première version de la chanson, qui s'appelait alors Starlight. Tout était là, la ligne de basse, le bridge, les accords, mais la thématique de la chanson était sans grand relief. Cette démo présente dans l'édition des 40 ans de Thriller permet effectivement de juger du grand changement opéré sur Starlight pour devenir Thriller. Les effets apportés par Bruce Cannon et Bruce Swedin, le fameux rap de Vincent Price écrit par Rod Temperton dans le taxi qui le menait au studio le jour de l'enregistrement, le cri du loup effectué par Michael Jackson, absolument tout s'imbriqua parfaitement pour créer une véritable fresque musicale frissonnante et terriblement immersive. Et enfin, Billie Jean et sa signature sonore unique grâce au remarquable travail de Bruce Swedin qui utilisa une boîte à rythme couplée au son d'une batterie installée sur une plateforme en bois et une couverture sur la grosse caisse pour isoler le son et lui donner un effet inimitable et immédiatement reconnaissable. Billie Jean était probablement la chanson la plus puissante jamais composée par Michael à cette époque. Bien que le rythme ne soit pas frénétique, il y a pourtant un côté très groovy qui donne immédiatement envie de danser et c'est précisément le résultat que voulait atteindre Michael Jackson qui exultait à l'écoute de la version finale. Pourtant, même si l'album prenait forme et que des chansons extrêmement prometteuses étaient enregistrées, le retard pris à cause de l'enregistrement de E.T. commençait à avoir des répercussions sur les choix faits au moment du mixage de Thriller. Car Michael avait une idée très précise de ce qu'il voulait, au détriment parfois des impératifs techniques liés au support audio de l'époque. En effet, Michael et Quincy multipliaient les chansons longues, alors qu'en théorie, un vinyle ne peut pas contenir plus de 25 minutes par face. En théorie seulement, car en pratique, Bruce Swedin expliquait que pour avoir un son parfait, il ne fallait pas dépasser 18 minutes. Plus on dépassait ces 18 minutes, plus les sillons du disque étaient étroits et plus on perdait en qualité, notamment sur les basses fréquences. Mais bien que Bruce tentait de mettre en garde Michael Jackson, Quincy Jones et Rod Temperton, ces derniers continuaient de vouloir intégrer des chansons longues sans écouter les conseils de l'ingénieur du son. Billie Jean faisait plus de 6 minutes, The Lady in My Life aussi, pareil pour Wanna Be Starting Something, et Thriller atteignait quasiment cette durée. Et les autres morceaux n'étaient pas aussi longs mais n'avaient pas été coupés non plus. Mais pris par la frénésie de travail et l'échéance fixée par MCA Records pour le disque E.T. et Epic CBS pour le disque Thriller, ces questions techniques n'étaient clairement pas la priorité. D'autant que quelques frictions commençaient à surgir entre Michael et Quincy, notamment sur la production de Beat It et Billie Jean, une chanson que Quincy n'aimait d'ailleurs pas au départ. Michael estimait qu'il avait grandement participé à la supervision du travail sur ces morceaux et demandait donc à être crédité comme coproducteur, ce que Quincy Jones refusa dans un premier temps. Mais après plusieurs semaines d'un travail acharné, le E.T. Storybook fut enfin bouclé et le master fut envoyé à MCA Records, ce qui libéra tout le monde d'un poids. Le résultat était fantastique. Non seulement les équipes de Michael Jackson et de Quincy Jones avaient fait des prouesses tant sur les techniques d'enregistrement que sur la production, mais en plus Michael était tout simplement habité par l'histoire et le rendu était plus que réussi. Cependant,
Personne ne prit le temps de fêter la fin du projet car Thriller avait beaucoup trop pâti de ce planning intenable et tout le monde se replongea aussitôt dans la finalisation de l'album. CBS ne cessait de presser pour sortir l'album avant Noël et The Girl Is Mine, le premier single, était déjà sorti depuis le 18 octobre 82 alors même que le mixage final n'était toujours pas terminé. Malheureusement, dans la précipitation, dans les bons choix qui n'avaient pas été faits faute de temps et d'idées claires, l'écoute du premier mixage de Thriller fut une véritable déception. Organisée fin octobre 82 au studio Westlake, cette écoute se fit en présence de Rod Temperton, Bruce Swedin, Quincy Jones, des cadres de chez Epic CBS dont Larkin Arnold, le responsable de la musique noire au sein du label, et évidemment Michael Jackson et ses deux managers, Freddie Deman et Ron Weisner. Comme dira Quincy Jones dans son autobiographie, malgré toutes les super productions, les super compositions et les super effets, ils avaient, je cite, de la sonore à 24 carats. J'ai joué le disque dans la régie, nous avons écouté et le son était de la de chien. C'était horrible. J'avais envie de crier « Je vous l'avais dit !» Les gars d'Epic faisaient sauter les bouchons, mais du coin de l'œil, j'ai vu Michael se faufiler hors du studio et se rendre dans le studio en face de l'autre côté du couloir. Quincy le vit et le suivit. J'étais le suivant. Je me souviens que Michael pleurait, il avait le cœur brisé. Encore une fois, j'avais envie de crier « Je vous l'avais dit !» On en avait trop mis sur cet album. Pour qu'un disque cartonne à la radio, il faut des sillons larges qui donnent un bon gros son. Si on bourre trop, on rétrécit les sillons et on se retrouve avec un son métallique. Michael pleurait en disant « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La maison de disques voulait les masters l'après-midi même. On a dit à Larkin Arnold « Ce disque est insortable dans son état actuel ». L'album était beaucoup trop long et le pressage sur vinyle avait fait perdre beaucoup de détails et de punch aux morceaux. Et tout le monde était extrêmement déçu du résultat, à commencer par Michael Jackson. Mais Quincy prit les choses en main et demanda à ce que tout le monde se repose 2 jours pour récupérer de la fatigue accumulée depuis des mois. De retour après 48 heures avec des oreilles neuves et l'envie de reprendre les choses en main, tout le monde se remit au travail et reprit le mixage à raison d'1 titre par jour. Malheureusement, pour résoudre le problème rencontré lors de l'écoute, Michael dut se résoudre à faire des coupes dans certains morceaux, notamment sur Billie Jean qui passa de 6 minutes 22 à 4 minutes 55. The Lady in My Life, quant à elle, fut amputée de toute une partie, passant de 6 minutes 10 à 4 minutes 58. D'autres morceaux furent également coupés, mais dans une moindre mesure, permettant ainsi à Thriller de passer à moins de 20 minutes par face et d'avoir un son beaucoup plus percutant. Et tout le monde était désormais emballé par le résultat. Michael Jackson sentait bien que cet album allait avoir un destin extraordinaire. Mais s'il se mettait une grosse pression pour dépasser les chiffres de vente d'Off the Wall, chez Epic CBS, les attentes étaient beaucoup plus mesurées. Ils espéraient au moins atteindre les chiffres de vente d'Off the Wall, voire peut-être les dépasser un peu, ce qui aurait été pour eux déjà un objectif tout à fait satisfaisant. Même les collaborateurs de Michael avaient plus ou moins le même discours, à commencer par Quincy Jones, ce qui le mettait visiblement très en colère. Ses attentes pour Thriller étaient immenses et il ne supportait pas que les gens autour de lui ne soient pas dans le même état d'esprit. Après tout, The Girl Is Mine, le premier single, avait atteint la 2e place des charts, alors qu'il était loin d'être la plus grosse cartouche de l'album. Cette chanson ouvrait non seulement une promotion qui allait dépasser tous les superlatifs, mais elle illustrait en plus sa volonté d'élargir son horizon musical en proposant un duo avec un artiste blanc et qui plus est, un ex-Beatles. Le démarrage idéal pour un album destiné à fracasser les barrières raciales. Mais la sortie imminente de Thriller fut encore une fois parasitée par le E.T. Storybook. En effet, MCA Records n'avait pas respecté le deal conclu avec Epic CBS et avait lancé la promotion du disque avec quelques exemplaires d'un 45 tours promotionnel de Someone in the Dark, en plus de lancer les ventes de l'album 15 jours avant la date prévue pour Thriller. Interférant avec la sortie de l'album le plus prometteur du moment, le E.T. Storybook était devenu une épine dans le pied de Walter Yetnikoff, qui entra dans une colère noire et qui se chargea manu militari du problème devant les tribunaux.
le patron d'Epic CBS réclamait 2 millions de dollars à MCA Records pour non-respect de leur arrangement. Rapidement, un accord fut conclu entre les deux labels avec une compensation de 500 000 dollars et l'abandon de la promotion du disque, dont les stocks termineront dans les bacs à soldes des disquaires et qui ne sera jamais plus édité. Une déception pour Michael Jackson, qui avait mis beaucoup de cœur dans ce projet. Quoi qu'il en soit, Thriller parut le 30 novembre 1982 aux États-Unis et devint rapidement numéro 1 des ventes. La presse en général saluait la qualité de ce nouvel album et de son ouverture musicale. Pourtant, Michael restait gêné par un détail qu'il n'avait toujours pas digéré. Les premiers pressages de Thriller ne le mentionnaient pas comme coproducteur et il n'était pas d'accord avec ça. Il estimait avoir lui aussi participé au développement de plusieurs chansons de l'album, notamment ses propres chansons, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something et bien sûr The Girl Is Mine. C'est ainsi qu'il finira par exiger d'être crédité en tant que coproducteur, ce qui sera le cas sur les séries de pressages suivantes. L'album connaissait un très bon démarrage, mais Michael Jackson avait une idée bien précise de la manière dont il allait créer l'événement avec Thriller, qui allait très vite connaître un incroyable coup d'accélération. Le 2 janvier 1983, Billie Jean, le deuxième single de l'album, arrivait dans les bacs. Michael voulait frapper fort et proposait donc très tôt un des gros hits de l'album. Et quelques semaines plus tard, il tournera le vidéoclip destiné à appuyer la promotion de la chanson. Car depuis 1 an et demi, il observait la montée en puissance d'une nouvelle chaîne musicale baptisée MTV, qui avait la particularité de diffuser des clips vidéo 24 heures sur 24. Conscient de l'énorme potentiel de ce nouveau support, Michael Jackson avait pour ambition de s'appuyer dessus pour donner un aspect visuel à sa musique et de trancher avec les vidéoclips qui n'étaient alors, dans leur grande majorité, que de simples vidéos montrant les artistes interpréter leurs chansons. Michael, lui, voulait scénariser sa musique, la mettre en scène et qu'elle soit aussi efficace et percutante qu'une publicité. Tournée au début de l'année 1983, la vidéo de Billie Jean réalisée par Steve Barron, qui avait déjà réalisé plusieurs vidéoclips, disposait alors d'un budget de 50 000 $, ce qui était déjà très confortable à l'époque. Tourné dans les studios Renmar à Hollywood, le clip de Billie Jean permit à Michael Jackson de commencer à démontrer ses talents de danseur, bien que une chorégraphie de groupe initialement prévue ne put se faire faute de budget supplémentaire refusé par CBS. Mais la séquence de danse avec le sol qui s'éclaire sous les pas de Michael Jackson était clairement le point fort de la vidéo, et tous étaient certains de l'impact qu'elle allait avoir sur le public. Malheureusement, c'était sans compter la réaction de MTV. Certes, la chaîne commençait à devenir une chaîne cool et une référence pour le jeune public américain. Mais MTV était aussi ironiquement surnommé KKK TV, en référence au Ku Klux Klan, tant les artistes noirs étaient sous-représentés. En effet, la chaîne ciblait plutôt le jeune public blanc et pensait que leur cœur de cible ne voulait pas avoir des artistes noirs à l'écran. Dans le cadre d'échanges très tendus entre Rick James et les équipes de MTV, la chaîne avait ainsi ignoré les clips de l'artiste réalisés pour les singles de son album Street Songs, qui s'était pourtant très bien vendu aux États-Unis et qui avait plu à un très large public. Plus de 95% des clips que diffusait la chaîne concernaient des artistes blancs, et les très rares clips des artistes noirs étaient diffusés en promotion lente avec une très faible exposition. Et il n'avait visiblement aucune intention de faire une exception pour Michael Jackson. Walter Yetnikoff s'insurgea contre cette décision et décida d'entamer un bras de fer avec MTV. Ou bien il diffusait le clip de Billie Jean avec une visibilité équivalente aux autres artistes, ou bien il retirait les droits de diffusion de tous les autres artistes du label. Après tout, Thriller était déjà certifié double disque de platine aux USA avec 2 millions d'exemplaires vendus. Le magazine Rolling Stone, qui avait longtemps ignoré Michael Jackson, venait enfin de le mettre en couverture, et Billie Jean caracolait en haut des hit parades un peu partout dans le monde. La position de MTV devenait donc difficilement tenable et justifiable, et ils finirent par céder à l'ultimatum de Yetnikoff. Billie Jean allait donc être diffusée avec une rotation normale, bientôt rejoint par celui de Beat It, tourné peu après avec un budget 3 fois supérieur et réalisé par un réalisateur en vogue dans le monde de la publicité, Bob Giraldi.
Le tournage plus long que pour Billie Jean et un budget plus important permit à Michael Jackson d'intégrer cette fois une chorégraphie de groupe qui fera de Beat It un clip encore plus apprécié par le public. Véritable remake de West Side Story intégrant en plus des vrais membres de deux gangs rivaux du quartier de Los Angeles où il a été en partie tourné, le clip de Beat It permit au single d'atteindre les sommets des classements et par la même occasion de donner envie aux jeunes de porter le même blouson que Michael Jackson. Michael Jackson était très clairement en train de créer la sensation avec Thriller. Son approche visuelle avec ses deux vidéoclips participait grandement à l'emballement des ventes et MTV les diffusait désormais en rotation forte. Car le public de la chaîne réclamait sans cesse de voir les vidéos de Billie Jean et de Beat It, et Michael Jackson était très clairement en train de devenir un phénomène dans toutes les franges de la population. Les ventes mondiales étaient également très fortes, au point que certains commençaient à dire que les ventes de Thriller étaient en train de sortir CBS de la récession dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs années. Car non seulement l'album était porté par deux clips sensationnels, mais en plus la participation de Michael Jackson au Motown 25 diffusé sur la chaîne NBC le 16 mai 1983 et regardé par plus de 45 millions de téléspectateurs, donna un coup de boost supplémentaire aux ventes. Le show est bien entendu entré dans la légende, non seulement pour la présence de tous les artistes emblématiques de la maison de disques, mais aussi parce qu'elle montrait la première prestation télévisée de Billie Jean durant laquelle Michael Jackson effectuera pour la première fois son fameux moonwalk. À peine un mois après la diffusion de Motown 25, les ventes de Thriller avaient déjà dépassé 7 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Le record d'Off the Wall était déjà dépassé et les ventes semblaient ne jamais vouloir faiblir. Bien au contraire, elles continuent même de croître. On estime qu'au plus fort de la promotion, aux États-Unis, l'album Thriller se vendait à 500 000 exemplaires par semaine. Les ventes de l'album étaient tellement fortes que l'affluence chez les disquaires montait en flèche. Pour la première fois depuis 4 ans, les ventes de disques étaient en hausse et toute l'industrie musicale était en train de profiter du phénomène Thriller. Le monde du disque dans son ensemble a des intérêts dans les ventes de Thriller. À chaque fois que quelqu'un allait chez le disquaire pour acheter un exemplaire de l'album, il repartait très souvent avec 1 ou 2 albums supplémentaires, permettant ainsi à d'autres labels de voir leur chiffre de vente augmenter à leur tour. Dès que Michael Jackson faisait la couverture d'un magazine ou que les clips de Beat It et Billie Jean passaient à la télévision, de nouveaux clients se pressaient chez les disquaires. À la fin de l'année 1983, Thriller avait atteint 13 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis et 22 millions en prenant en compte les ventes dans les autres pays. Le record détenu par la bande originale de La Fièvre du samedi soir était à portée de main. C'est alors que Michael donnera le coup de grâce avec la vidéo de Thriller. Tournée en octobre 83 et réalisée par John Landis, la vidéo de Thriller doit pourtant son existence à la ténacité de Michael Jackson qui n'abandonna pas son idée malgré le refus catégorique de Walter Yetnikoff de financer une nouvelle vidéo. L'album était déjà sorti depuis 1 an et il faisait encore partie des meilleures ventes d'albums. Yetnikoff ne voyait donc pas l'intérêt de rallonger encore un peu plus le budget de la promotion. Mais Michael croyait en son idée et mit sur la table 250 000 $ de sa poche, en plus de lever des fonds, notamment auprès de MTV. 800 000 $ furent donc réunis pour réaliser un court-métrage musical et un documentaire des coulisses du tournage. À peine plus d'1 an après la sortie de l'album, la vidéo de Thriller fut diffusée aux États-Unis et provoqua un véritable raz-de-marée, aussi bien chez les disquaires que chez les vendeurs de cassettes vidéo et de magnétoscopes. L'histoire, les effets spéciaux, la musique, la danse, absolument tout était parfait, nouveau, virevoltant, effrayant et électrisant. 2 mois plus tard, Michael Jackson avait vendu 7,5 millions d'exemplaires supplémentaires de Thriller rien qu'aux États-Unis et s'emparait ainsi du record de l'album le plus vendu au monde. Un record qui n'est à ce jour toujours pas battu. L'album rentrait dans tous les foyers américains, quel que soit son milieu social et quelle que soit son origine. Plus question de couleur, de catégorie musicale. Michael Jackson était un artiste phénomène, un enchanteur musical et scénique qui parlait à tout le monde. Il avait conquis la couronne du roi que le public lui avait donnée sans hésitation.
On estime qu'avec les ventes de Thriller, Michael Jackson aurait touché à l'époque 50 millions de dollars de royalties, l'équivalent aujourd'hui d'environ 140 millions de dollars. Avec Thriller, Michael Jackson avait non seulement bâti sa légende, pulvérisé le record de vente, marqué durablement l'industrie musicale, mais avait en plus sorti toute l'industrie du disque de la crise dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs années. L'album fit de lui un homme riche et célèbre dans le monde, mais lui permit également de briser des barrières raciales aux États-Unis. Oubliez la soirée des Grammy Awards de 1980. En 1984, il battra le record de Grammy Awards décerné pour un même artiste en une soirée. Il était désormais incontournable. Et après Thriller, plus rien ne sera pareil pour lui, mais aussi pour les autres artistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie plus particulièrement Philippe Ruellan qui m'a aidé à la préparer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!